Les batailles de siège sont particulières, souvent longues et périlleuses, elles mettent en avant l'ingénierie plutôt que la force brute. Et même si bien souvent il suffit de couper le ravitaillement de la ville pour la capturer, les attaquants n'ont pas toujours autant de temps, et vont devoir parfois prendre des risques ou innover. Durant l'Antiquité, on retrouve des traces de déploiement de béliers au 9e et 7e siècle avant Jésus-Christ, pour détruire les portes et parfois les murs. Mais aussi, déjà la création des premières tours de siège par les Grecs et Romains, puis plus tard la première catapulte par les Grecs au 4e siècle avant Jésus-Christ. Le bélier est l'une des armes les plus efficaces pour enfoncer une porte. Solidement protégé par un abri en bois et en peau mouillée, il permet à ses utilisateurs d'avancer sous le feu ennemi et d'abattre l'entrée d'une forteresse avec relativement peu de pertes. Mais derrière les murs, les défenseurs déploient plusieurs astuces pour réduire son efficacité. Tout d'abord, ils suspendent des sacs de sable ou des fardeaux de laine devant la porte pour absorber le choc. Ils installent des chaînes ou des poutres transversales qui dispersent l'impact. Ces dispositifs ralentissent l'action du bélier et donnent aux défenseurs le temps d'infliger des pertes ou de renforcer les points faibles. Mais même lorsqu'un bélier parvient à détruire la porte, il ne crée qu'une ouverture étroite, où la supériorité numérique de l'assaillant devient difficile à exploiter. Les défenseurs, même en infériorité, peuvent tenir cette brèche, voire réparer partiellement l'entrée sous le couvert de la nuit. Alors, pour exploiter davantage leur supériorité numérique, les assaillants cherchent donc d'autres moyens d'entrée. Tout d'abord les échelles, simples mais risquées, et surtout les tours de siège. Ces dernières, déjà utilisées par les Grecs et les Romains, sont de véritables chars de l'Antiquité. Elles comportent souvent des meurtrières permettant des tireurs d'arroser les remparts avant que les soldats ne débarquent par leur pont-levis, directement sur le mur ennemi. Mais, bien avant d'approcher les murs, les assiégeants disposent aussi de moyens pour harceler et affaiblir les défenseurs. Les balistes, par exemple, très précises, sont capables de toucher des tireurs sur les remparts et de traverser les légères protections en bois. Les catapultes, quant à elles, servent autant à semer le chaos à l'intérieur de la forteresse qu'à empêcher les réparations. Lorsqu'une porte est endommagée, elles peuvent maintenir un feu constant pour rendre toute intervention impossible. Enfin, l'onagre, semblable dans son principe à la catapulte, mais plus puissant et moins précis, est utilisé pour ébranler les murs. À force de tirs répétés, il peut créer des fissures et préparer une brèche exploitable par l'infanterie. Ainsi, contrairement à l'image populaire d'une antiquité rudimentaire, les armées de cette époque disposent déjà d'un arsenal très développé et techniques de siège sophistiquées, dont plusieurs perdureront jusqu'au Moyen-Âge. Après la chute de Jérusalem en 70, un groupe de résistants juifs, les Sicaires, se sont réfugiés dans la forteresse de Masada, perchée sur un plateau désertique et réputée imprenable. Les Romains, menés par le légat Flavius Silva, décident d'éliminer ce dernier bastion de résistance. Ils construisent un camp fortifié autour du site, et commencent la construction d'une immense rampe de siège, ainsi que d'un monticule fait de terre et de pierre. Le tout adossé au flanc ouest de la montagne. C'est un travail colossal, mais surtout périlleux, car juste en dessous de la forteresse. Alors les Romains utilisent des autochtones mis en esclavage pour travailler sur cette rampe. Dans le fort, les défenseurs voient parfois leurs proches s'atteler à la construction romaine, et ils ne pourront se résoudre à tirer sur leur père. La construction terminée, le monticule de terre et de pierre relie maintenant la forteresse par une rampe gigantesque, avec une tour d'assaut et un bélier à son sommet. Une fois la porte de la forteresse enfoncée, les Romains découvrent alors un fort rempli de cadavres et d'habitations brûlées. Seul subsiste le local de nourriture, encore rempli, comme pour montrer qu'ils auraient pu tenir, mais ont choisi la mort plutôt que l'esclavage, ou pire. Des découvertes récentes expliqueraient alors que les hommes auraient désigné 10 soldats pour exécuter civils et militaires dans la forteresse, et que ces 10 soldats auraient ensuite tiré au sort celui qui devrait les exécuter à leur tour, avant de mettre fin lui-même à ses jours. Cette violence nous rappelle l'horreur que peuvent vivre les populations sous le joug des conquérants antiques, souvent banalisés ou même oubliés au profit du victorieux. Au début du Moyen-Âge, beaucoup de savoir-faire romains se perdent. Les machines à torsion, comme les onagres et les catapultes, utilisant des faisceaux de cordes torsadés, deviennent plus rares. Plusieurs raisons expliquent ce recul. Ces mécanismes demandent des matériaux de haute qualité, notamment des cordages en lin très résistants et un bois solide. La fabrication est coûteuse et difficile pour les royaumes morcelés et moins centralisés du début médiéval. Face à ces contraintes, les ingénieurs du Moyen-Âge innovent et se tournent vers un système bien plus simple à fabriquer sur place. Le mécanisme de contrepoids. C'est lui qui permet de concevoir le mangano, puis plus tard le trébuchet. Ce système n'exige pas de matériaux d'exception et peut être construit rapidement, ce qui est un avantage énorme à une époque où les sièges sont plus fréquents, mais mené par des armées moins professionnelles qu'à l'époque romaine. Alors le trébuchet, lui apparu plus tardivement, représente l'évolution logique du mangano. Bien qu'il reste un engin complexe, dont les plans circulent entre ingénieurs spécialisés, il devient l'une des armes les plus destructrices du Moyen-Âge, capable de réduire les murs en ruine en un temps record, tout en n'utilisant que des matériaux simples.
Durant tout le Moyen-Âge, les forteresses se multiplient en Europe, et les sièges deviennent une part essentielle de la guerre. Les châteaux médiévaux sont souvent moins massifs que les grandes fortifications romaines, mais les assauts étant plus fréquents, leur architecture évolue rapidement, et intègre de nombreuses innovations. Commençons par l'extérieur. Les douves éloignent les assaillants des murs. Les barbacanes renforcent la défense de la porte permettant de tirer depuis l'arrière sur le bélier. La basse-cour, ou lisse, forme une première enceinte qui protège la muraille principale des machines de siège. Les murs, eux, sont dotés de créneaux, de meurtrières, de machicoulis, pour lancer des projectiles ou liquides brûlants. Leur base est souvent talutée, inclinée, ce qui augmente leur résistance et rend l'escalade plus difficile. Les tours évoluent également au Moyen-Âge. Elles deviennent circulaires pour mieux dévier les projectiles et éviter les angles morts. Plus hautes que les courtines, elles fonctionnent comme de véritables forteresses miniatures, permettant de tirer aussi bien vers l'extérieur que sur les remparts voisins. Plus tard, avec la poudre, certaines intégreront même des casemates d'artillerie. La porte, point naturellement vulnérable, est transformée en zone de mort, soigneusement protégée par un pont-levis, une herse, un couloir d'accès sous le feu des défenseurs, et parfois soutenue par la barbacane. La démolir devient une entreprise bien plus dangereuse qu'à l'Antiquité. À l'intérieur, les châteaux s'organisent souvent en plusieurs niveaux. Une basse-cour, puis une haute cour, formant autant de lignes défensives internes. La haute cour sert de château dans le château, permettant une résistance prolongée même si l'ennemi s'empare d'une première enceinte. Toutes ces innovations n'ont pas été inventées au Moyen-Âge, mais c'est à cette époque qu'elles deviennent la norme dans une Europe où le siège est la forme de guerre dominante. C'est pourquoi de nombreux sièges médiévaux se terminent non pas par un assaut spectaculaire, mais par une longue famine, après des mois d'encerclement et de coupure de vivres. En 1203, le roi Philippe Auguste lance sa grande offensive pour chasser les Anglais de Normandie. Au cœur de cette campagne se dresse le château Gaillard, la forteresse moderne bâtie quelques années plus tôt par Richard Cœur de Lion. Perché sur un éperon dominant la Seine, équipé de 3 enceintes, de murs épais, d'ouvrages en arc et d'un système défensif très avancé, la forteresse passe pour imprenable. Philippe Auguste débute alors son siège en encerclant totalement le château. Il fait construire un pont fortifié sur la Seine afin de couper le ravitaillement par bateau. Les Anglais sont désormais complètement isolés. Les Français s'emparent d'abord du bourg fortifié situé en contrebas, puis s'installent face aux murs principaux. Mais un assaut frontal serait trop coûteux. On cherche donc des points faibles. N'en trouvant aucun évident, les ingénieurs français entreprennent un travail de sape. Un tunnel est creusé sous la tour maîtresse, consolidé par des poutres en bois. Une fois l'ouvrage suffisamment avancé, les poutres sont incendiées, la chaleur fait céder le soutènement, et la tour s'effondre. Les machines de siège profitent alors de l'affaiblissement des défenses pour ouvrir une large brèche. Un assaut est lancé, mais les Anglais résistent encore derrière la deuxième enceinte. C'est là qu'intervient l'exploit décisif. La légende parle d'un passage par un conduit des latrines. Mais les chroniques, notamment celle de Guillaume le Breton, indiquent plutôt qu'un groupe d'élite français serait entré par une fenêtre basse de la chapelle. Une fois à l'intérieur, ils ouvrent les portes, permettant à l'armée française d'envahir la cour. Après près de 6 mois de siège, le château Gaillard tombe. La forteresse était la clé de la Normandie. Sa chute entraîne immédiatement l'effondrement de la présence anglaise dans la région. L'arrivée de la poudre change profondément l'art de faire le siège. Au début du XIVe siècle, on voit apparaître quelques bombardes, des grosses pièces en métal ou en fonte, utilisées en complément des trébuchets. Elles peuvent endommager les murailles, mais elles restent lentes, dangereuses et surtout peu fiables. Elles ne modifient pas encore vraiment le rythme des sièges médiévaux. Mais au début du XVe siècle, tout bascule. Le progrès de la métallurgie et de la fabrication de la poudre rendent les canons beaucoup plus fiables, puissants et précis. Face à ces nouvelles armes, les murailles médiévales deviennent obsolètes, trop hautes, trop fines, conçues pour arrêter des béliers ou des projectiles lents. Elles s'écroulent sous les tirs continus de l'artillerie. Désormais, un canon bien positionné peut ouvrir une brèche de 10 à 20 mètres dans un mur en quelques heures ou quelques jours. Là où les machines médiévales mettaient des semaines. C'est une révolution totale. Les règles du siège changent et l'Europe doit repenser entièrement ses fortifications. En 1453, le sultan Mehmed II lance le siège final contre Constantinople, dernière enclave de l'Empire byzantin. La ville est défendue par d'impressionnantes murailles théodosiennes, réputées inviolables depuis plus de 1000 ans. Mehmed II fait venir des maîtres fondeurs, dont l'ingénieur Urban, qui construit des canons gigantesques, notamment le célèbre basilic. Un canon de bronze de plus de 8 mètres, tirant des boulets de 300 à 600 kg, capable de fissurer les murs les plus massifs. Ces pièces lourdes tirent lentement, mais leur puissance est sans précédent. L'artillerie ottomane martèle jour et nuit les murailles, ciblant surtout la porte Saint-Romain. Après plusieurs semaines de bombardements, les murs de pierre se fissurent,
les tours s'effondrent partiellement, et une brèche, large et irrégulière, s'ouvre dans la section centrale des remparts. Les Byzantins tentent de la réparer avec des sacs de terre et du bois, mais l'artillerie ottomane frappe plus vite qu'ils ne réparent. Le 29 mai 1453, Mehmet lance un assaut massif en 3 vagues. La troisième, menée par les janissaires, s'engouffre dans la brèche ouverte par les canons. La défense byzantine s'effondre et la ville est prise. Ce siège marque le début de la domination de l'artillerie dans la guerre de siège et la fin des grandes forteresses médiévales classiques. En 1529, après avoir conquis la majeure partie de la Hongrie, Soliman le Magnifique, sultan ottoman, marche sur Vienne, véritable porte d'entrée de l'Europe centrale. La ville n'a que 20 000 défenseurs, commandés par Niklas von Salm et Wilhelm Roggendorf, face aux dizaines de milliers de soldats ottomans. L'armée de Soliman arrive tard dans l'année. Sous des pluies incessantes, les routes sont transformées en boue, et les chevaux sont épuisés, ils ont du mal à tracter l'artillerie embourbée. Résultat, les Ottomans manquent de matériel lourd, essentiel pour un siège rapide. Les ingénieurs ottomans creusent alors plusieurs galeries et placent des mines explosives pour faire sauter les remparts. Mais les Viennois détectent presque toutes ces tentatives. Ils affrontent les sapeurs dans des tunnels étroits et neutralisent la poudre avant qu'elle n'explose. Quelques murs s'effondrent partiellement, mais les défenseurs ont anticipé. Ils installent immédiatement une seconde ligne de défense, faite de palissades, pieux et barricades. Les janissaires lancent plusieurs attaques féroces, mais chaque fois, ils se heurtent à ces nouvelles positions et ils sont repoussés au corps à corps. L'artillerie turque, pourtant redoutable en terrain sec, est paralysée par la météo. Les pièces s'enfoncent dans la boue, les munitions s'humidifient et les murs médiévaux épais de Vienne encaissent le peu de tir. Soliman tente alors un grand assaut général avant l'arrivée de l'hiver. Les défenseurs utilisent tout ce qu'ils peuvent. L'arquebuse, arbalètes, petits canons, pierres, poutres, huile brûlante, tout ce qu'il leur reste. Et la charge ottomane est brisée. Les pertes sont terribles. Avec le froid qui arrive, les vivres qui manquent et les campements noyés sous la pluie, Soliman n'a plus le choix. Il lève le siège et se retire. Vienne est sauvée par le courage de ses hommes et une météo favorable. Les dirigeants, bien au courant de la chance qu'ils ont eue, moderniseront les défenses de la ville. Et lors du deuxième siège, par les Ottomans, en 1683, l'artillerie se heurtera à un nouveau type de rempart. À cette époque, les machines de siège deviennent trop puissantes. Les anciennes murailles médiévales ne tiennent plus. Les forteresses doivent évoluer. Et c'est ainsi qu'apparaît le tracé à l'italienne, une véritable révolution architecturale. Les murs sont désormais bas, très épais, parfois jusqu'à 40 mètres, de terre compactée et inclinée afin de dévier les boulets. Devant eux, on aménage un glacis en pente douce pour exposer l'assaillant au tir, suivi d'un large fossé souvent rempli d'eau qui empêche tout assaut direct. Le cœur de cette nouvelle architecture, c'est le bastion, une structure pentagonale ou en étoile, dont les angles permettent de croiser les tirs et de couvrir les fossés. L'ensemble forme une forteresse en étoile, quasiment impossible à prendre d'un coup de force. Vienne, qui n'a résisté qu'à grande peine aux Ottomans en 1529, est entièrement modernisée selon ce modèle. Et en 1683, lorsque les Ottomans reviennent, ces nouvelles fortifications bastionnées prouvent toute leur efficacité. À l'époque moderne, les fortifications bastionnées deviennent la norme dans toute l'Europe. Et Vauban en perfectionne chaque aspect. Il perfectionnise les tracés à l'italienne et il crée des demi-lunes, les contrecarpes, cavaliers, et surtout des réseaux de tirs croisés, qui transforment une simple forteresse en un véritable piège géométrique. Mais Vauban ne se contente pas de renforcer les défenses, il invente aussi une méthode de siège scientifique, précise et méthodique. Elle repose sur 3 lignes de tranchées successives, appelées des parallèles. Le premier parallèle est creusé à l'abri des tirs directs. Elle sert de base logistique et d'installation des batteries. Le deuxième parallèle, plus proche, permet d'avancer sous protection grâce à des boyaux zigzagants. Et le troisième parallèle, situé juste devant le fossé, elle prépare l'assaut final contre le bastion ciblé. Ce système rend les sièges plus efficaces, mais aussi plus prévisibles. La guerre devient une affaire d'ingénieurs et de géomètres. Mais il faudrait une vidéo à part entière pour vous parler de son œuvre. Alors, entre 1600 et 1700, la majorité des conflits européens tournent encore autour de la prise de place forte. Plus tard, avec Napoléon, la guerre bascule dans une ère de mobilité et de manœuvre rapide, où l'objectif n'est plus de prendre patiemment des forteresses, mais détruire l'armée ennemie en race campagne. L'artillerie est devenue plus puissante, plus précise, et surtout beaucoup plus mobile, rendant les murs, même à l'italienne, moins capables de résister longtemps, ce qui réduit l'intérêt stratégique des places fortes. De plus, les armées sont des armées immenses, parfois plus de 100 000 hommes. Aucune ville ne peut nourrir ni abriter de telles forces, ce qui rend l'idée même d'un long siège moins réaliste. Napoléon préfère donc contourner les forteresses, les isoler et forcer l'ennemi à se battre ailleurs. Les États modernes ne s'effondrent plus avec la chute d'une seule ville, ce qui diminue encore la valeur des sièges. Et enfin, immobiliser une armée pendant des mois est très coûteux
pour une guerre de mouvement où tout se joue sur quelques semaines. Ainsi, les sièges existent encore sous Napoléon, mais deviennent l'exception plutôt que la règle. En 1800, Gênes devient le dernier bastion français en Italie. Les Autrichiens, appuyés par la flotte britannique, imposent un encerclement total pour chasser les troupes françaises. Le général Masséna, avec seulement 18 000 soldats et plus de 100 000 civils à nourrir, a pour ordre de tenir coûte que coûte, afin de donner à Napoléon le temps de manœuvrer. Toutes les routes terrestres sont coupées par les Autrichiens. Le port est bloqué par les Britanniques, aucune nourriture, aucune aide ne peut atteindre la ville. De violents combats éclatent autour des forts qui dominent Gênes, essentiellement pour contrôler les accès. La famine devient atroce, la population consomme chiens, chats, herbes, cuir bouilli, tout ce qui peut encore se manger. La mort s'accumule par milliers, l'ordre public vacille, mais Masséna tient bon. Malgré la misère, il refuse toute reddition et multiplie les sorties offensives pour retarder l'avancée du siège. Après 60 jours d'encerclement absolu, la ville exsangue et la population à l'agonie, Masséna obtient une capitulation honorable. La ville est épargnée, les troupes françaises se retirent sans être humiliées, aucun pillage n'a lieu. Malgré tout, ce sacrifice offre à Napoléon le temps nécessaire pour franchir les Alpes et remporter quelques jours plus tard la bataille de Marengo, victoire décisive qui lui rend l'Italie. Gênes tombe, mais c'est une victoire stratégique française. Ce siège est la preuve que dans une guerre de mouvement, ce genre de stratégie devient plus risqué et plus coûteux. En 1914, les progrès massifs de l'artillerie rendent les mouvements en terrain ouvert quasi suicidaires. Les armées se figent, la guerre de mouvement disparaît, remplacée par une guerre de position. Et dès que les armées s'enterrent, les forts redeviennent essentiels. Ils servent de centre d'opération dans la région, empêchant l'ennemi de trop s'avancer dans le territoire. Contrairement aux forts isolés du XIXe siècle, les fortifications de 1914 sont intégrées dans des systèmes de défense en profondeur. Les forts sont reliés par des galeries souterraines, des batteries d'artillerie y sont enterrées, et il y a des tranchées, abris bétonnés et des casemates, et un réseau de barbelés sur des kilomètres. Ces ensembles servent de point d'ancrage, impossible à contourner sans laisser derrière soi une menace dangereuse. Un fort moderne, comme Douaumont ou Vaux à Verdun, peut dominer tout un secteur, interdire plusieurs kilomètres de terrain par son artillerie, et empêcher tout mouvement offensif adverse. Résultat, même si on évite les sièges classiques, on est obligé de les réduire, souvent au prix de combats terribles.